Eh bien, bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir pour l'avant-dernière séance du séminaire annuel de l'Institut d'études lévinassiennes. Avant d'embrayer sur le reste, quelques rappels des activités de l'Institut d'études lévinassiennes, dont la publication des cahiers d'études lévinassiennes numéro 15 qui portait sur la Révolution, comme un nouvel atlas de Pierre Quay aux belles lettres. Je rappelle également que Le rêve et ses interprétations dans le Talmud de Christian Poller, dont la traduction a été revue par René, sont toujours disponibles aux éditions Verdier. Et récemment, il faut mentionner l'apologie de Mendelssohn d'Elie Schoenfeld, paru chez Verdier, qui accompagne la traduction des écrits juifs de Mendelssohn, traduit par Enigman en allemand et de l'hébreu, de l'allemand, et de l'hébreu par René. Et pour mémoire, toujours d'actualité, je rappelle que le site de l'Institut d'études lévinassiennes a été entièrement refondu et qu'il est donc maintenant possible de réécouter un certain nombre d'interventions qui ont eu lieu les années précédentes, mais également les plus récentes. Pour ce qui est des prochaines séances, le séminaire annuel se clôturera au Centre Edmond Flegg le 14 juin avec la deuxième partie de l'intervention de René sur le corps sexué. Donc au Centre Edmond Flegg, rue de l'Éperon à Odéon. Sur le corps, Lévinas écrit dans Totalité infinie: être corps, c'est d'une part se tenir, être maître de soi, et d'autre part se tenir sur terre, être dans l'autre, et par là être encombré de son corps. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Agnès Louis sur le corps politique. Agnès Louis est docteur en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris, auteur d'une thèse que j'oserais qualifier de très belle, sur le corps politique dans une perspective phénoménologique, à partir d'Arendt, Claude Lefort, Merleau-Ponty et Paul Ricoeur. La thèse a été soutenue en 2013 sous la direction de Dominique Collas. Agnès Louis est maître de conférences en sciences politiques au département de droit de l'Université de la Côte d'Opale et est rattachée au laboratoire de recherche juridique. Elle est l'auteur d'un certain nombre d'articles portant sur Raymond Aron et l'Europe, Claude Lefort, Machiavel ou encore Lessec-Kolakowski. L'originalité de son travail réside dans la détermination des conditions de possibilité d'une phénoménologie politique et pose la question pertinente de savoir en quel sens il est encore permis aux modernes que nous sommes de penser et de faire l'expérience de la politique dans les termes du corps. C'est d'autant plus un plaisir d'accueillir Agnès Louis ce soir qu'elle a été une fidèle auditrice de l'Institut d'études lévinassiennes pendant plusieurs années avant de rejoindre d'autres contrées géographiques s'entend. Qu'elle trouve dans cette invitation que nous lui avons adressée le témoignage sincère de l'intérêt intellectuel que nous portons à ses travaux, mais aussi la marque d'une amitié. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, c'est une double première fois, parce que c'est la première fois que depuis ma soutenance, je rencontre quelqu'un qui a ouvert ma thèse. Et c'est aussi la première fois qu'on m'installe un micro-cravate, ce qui me fait horriblement penser à une émission politique, et heureusement, ça n'en est pas une. En recevant l'invitation de Romain Buin à participer à ce séminaire, j'ai éprouvé un enthousiasme immédiatement mêlé d'une certaine terreur. Pour avoir fréquenté l'Institut pendant mes années d'études parisiennes, je connais l'érudition, parfois la force de penser.
Allô? 1, 2. Je vous faisais part de ma terreur. Puisque je connais l'érudition, parfois la force de pensée des orateurs de l'Institut, mais aussi les exigences, toujours rigoureuses, rarement satisfaites, de l'Institut constitué en auditoire. Les membres de l'Institut d'études lévinassiennes n'écoutent pas seulement, ils pèsent. Et tel Balthazar dans le livre de Daniel, je voyais déjà s'écrire la sentence « trop léger ». Cependant, je me suis empressée d'accepter, non par folie ni par témérité, mais d'abord parce que la question du corps me paraît comme à vous essentielle, et aussi en reconnaissance pour la parole directe et forte que René Lévy m'a un jour adressée. Je commencerai par une précision peut-être évidente mais nécessaire. À travers la notion du corps politique, je ne m'intéresse pas au fait que le corps individuel peut être saisi par la politique. Certes, les politiques menées par un gouvernement, la forme même du pouvoir et de la société, affectent le corps des gouvernés et y mettent l'empreinte, la marque du politique. On peut considérer que cela est moins vrai, ou au contraire davantage vrai de la société démocratique que des sociétés précédentes. Dans les époques aristocratiques, chacun est tenu, par ses vêtements, par son attitude, de manifester sa place dans la hiérarchie sociale. Par ailleurs, au fur et à mesure qu'il s'accroît, le pouvoir monarchique s'illustre dans un rapport au corps qui fait du corps humain un symbole. Le corps du roi est magnifié, celui du traître ou de l'hérétique supplicié. La démocratie fait disparaître progressivement les codes de conduite aristocratiques et, dans une large mesure, libère les corps de l'emprise symbolique du pouvoir. Cependant, dans le cadre de la démocratie, le pouvoir est conçu comme l'instrument par lequel la société acquiert la maîtrise d'elle-même, si bien que, par ce biais, le pouvoir accumule une connaissance statistique de la société et se forge des outils de gestion des corps sans précédent. Parallèlement, l'idée démocratique de l'égalité entre les personnes et celle du droit de chacun sur sa personne contribue aussi à façonner les corps qui apparaissent en même temps, si c'est possible, mais c'est possible, de plus en plus semblables et de plus en plus individualisés. À chacun de considérer si cette forme contemporaine de politique des corps est plus ou moins déterminante que les formes antérieures. Ce n'est pas la question que je souhaite traiter. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en quel sens la communauté politique peut être désignée comme une sorte de corps. Je reprends ici l'expression d'un auteur médiéval qui, parmi beaucoup, affirmait que la République, prise au sens large, aussi bien le royaume, que la République constitue en quelque façon un corps, corpus quodam. Il ne s'agit donc pas d'identifier réellement la communauté politique à un organisme naturel tel que celui d'un animal ou d'un homme, mais de rapprocher métaphoriquement l'un de l'autre la République et le corps humain pour faire apparaître certains caractères de la première. La référence précédente me permet au passage de confirmer ce que René Lévy a déjà démontré. L'usage métaphorique du mot « corps » dans le champ politique est principalement d'origine latine. Alors, sur ce point, je soutiens pour ma part que l'idée sous-jacente à la métaphore du corps politique est déjà présente chez Aristote, dans la mesure, c'est fameux, où celui-ci considère que l'individu s'accomplit en tant qu'homme, comme membre de la cité. Mais c'est bien en latin que la métaphore du corps devient d'usage courant, les auteurs romains parlant fréquemment du corps de la République ou du corps de la cité. Quant à l'expression exacte du corpus politicum, du corps politique, elle remonte, semble-t-il, au latin médiéval,
au moment où l'adjectif politicus, décalqué d'Aristote justement, se répand dans la langue. On peut donc dire que le corps politique est composé de deux termes vulgarisés, le mot corps devenu ordinaire dans son usage métaphorique et l'adjectif politique, terme grec latinisé. Le corps politique est, pourrait-on dire, une expression vulgaire. Expression vulgaire, pas tout à fait bien sûr. La métaphore du corps politique a fait l'objet de nombreuses théorisations, parfois hautement sophistiquées. Mais au-delà de ces mises en forme philosophiques, ce qui est frappant, c'est de constater que la métaphore du corps politique constitue un lieu commun, non seulement de la pensée, mais de la conversation politique jusqu'au début du XXe siècle. Autrement dit, pour l'Europe, et jusqu'à récemment, cette métaphore revêtait une forme d'évidence, même si le contenu de cette évidence pouvait être contesté ou contestable. Cette évidence n'a probablement pas entièrement disparu. Si par exemple j'affirmais devant vous que l'Europe est ou n'est pas un corps politique, vous comprendriez sans doute ce que je veux dire, au moins de manière vague. L'évidence néanmoins s'est largement perdue. La métaphore du corps politique ne va plus de soi, et le fait d'en user risque d'apparaître comme un signe d'originalité, voire de séparatisme philosophique. Ces précisions étant faites, je me suis fixé pour cette intervention l'objectif suivant. Je voudrais retrouver avec vous la métaphore du corps politique dans ce qu'elle a de plus simple et même d'évident. Ce que je vise, nonobstant le contexte actuel, est donc, en quelque façon, le contraire de l'originalité. Je cherche à nous ramener au lieu commun de la métaphore du corps politique. Je tenterai de le faire en m'appuyant non pas sur l'histoire de la pensée politique, mais sur notre expérience du corps, telle que Lévinas justement l'a décrit. Le texte de Lévinas sera le point commun entre nous, dont je partirai pour restituer la signification de l'expression corps politique. Et j'essaierai ainsi de rendre sensible la compréhension du politique contenue dans l'image du corps politique, compréhension que je crois l'on risque de perdre si l'on renonce complètement à une telle métaphore. Puis, au terme de ce parcours, je serai contrainte de rebrousser chemin. Je reviendrai à Lévinas pour interroger la légitimité de ma démarche. Car Lévinas, certainement, donne une grande place au corps, mais pas à l'idée du corps politique. Du reste, si je l'ai bien entendu, René Lévy nous a en quelque sorte mis en garde contre l'usage métaphorique du mot corps, qu'il ne faudrait peut-être employer que dans un sens concret ou dans un sens propre. Je me demanderai donc pour finir, mais trop sommairement, si la métaphore du corps politique peut résister au scepticisme de Lévinas et à la mise en garde plus ou moins implicite de René Lévy. Je repars donc de cette description du corps vivant élaborée par Lévinas et qui constitue, si j'ai bien compris, le fil conducteur du séminaire. Nous connaissons la citation, je pense, par cœur. Être corps, c'est d'une part se tenir, être maître de soi, et d'autre part se tenir sur terre, être dans l'autre et par là être encombré de son corps. On en parlait, sorties de leur contexte, les citations de la phénoménologie sont toujours déroutantes, mais nous allons retrouver notre chemin tracé et balisé par Gilanus. Dans l'expérience, le corps se présente d'abord comme ce qui rend possible la maîtrise de soi et des choses. C'est-à-dire que le corps est l'organe de toute activité humaine, il est l'organe de toute perception, de tout mouvement, de toute prise en main. Mais cette activité est l'envers ou l'endroit d'une passivité. Dans son corps, l'agent est affecté par le monde alentour et par les événements mêmes du corps. Si bien que l'expérience du corps peut toujours devenir l'expérience d'une aliénation.
je retiens deux propositions de Lévinas. Premièrement, si le corps n'est pas pure maîtrise, ce n'est pas que son activité se trouve limitée ou contrariée par quelque chose extérieur. La passivité du corps et son activité sont véritablement concomitantes. Le corps ne perçoit que parce qu'il est affecté par le monde alentour. Et autre exemple du texte, quand le travailleur saisit son outil, sa main est guidée par la chose à saisir. À première vue, donc, la passivité inhérente au corps ne l'entrave pas. Au contraire, elle est l'ombre portée d'une ouverture illimitée du corps au monde. Cependant, il reste vrai, d'un autre point de vue, que la manière d'être du corps implique sa finitude, en tout cas sa particularité et sa vulnérabilité. Le corps est un corps parmi d'autres qui l'affecte, qui l'attire, qui le heurte. Et la passivité peut un jour l'emporter sur l'activité, comme dans la douleur extrême ou dans la mort. Deuxième proposition que je retiens, cette expérience du corps ne constitue pas une expérience circonscrite à l'intérieur de la vie humaine. La dualité du corps est la dualité même de l'existence. Autrement dit, décrire la façon d'être du corps, entre maîtrise et servitude, c'est décrire la manière même d'exister d'un être charnel. L'expérience du corps éclaire donc les autres expériences humaines. L'expérience éthique, pensée par Lévinas lui-même. Je suis activement responsable de celui qui s'impose à moi comme vulnérable. L'expérience de la volonté, analysée par exemple par Ricoeur. Je veux ce qui m'attire ou s'impose à moi comme bon. Encore, l'expérience de la réflexion, par exemple décrite parfois en ces termes par Merleau-Ponty. Se mettre à réfléchir activement, c'est se concentrer sur une pensée furtive, déjà survenue malgré soi, dont on dirait d'ailleurs dans l'expérience que le corps est le dépositaire, comme s'il s'agissait de faire venir au jour une pensée enfouie dans le corps. Dans chacune de ces expériences, le mouvement libre de l'individu repose sur quelque chose, ou quelques pensées, ou quelqu'un préalablement donné. Expérience politique, enfin. En relisant le passage de Totalité et Infini, d'où a été extraite la citation directrice du séminaire, j'ai été frappée par la présence des termes à connotation politique. L'expérience du corps est d'abord celle d'une souveraineté sur le monde, même si elle peut se muer en l'expérience d'une sujétion de soi au corps et aux forces extérieures qui l'accablent. L'expérience du corps est donc à la fois maîtrise et servitude. Le corps offre une indépendance inscrite dans une dépendance. Ce n'est pas pour rien, je crois, que pour se faire entendre, Lévinas recourt à des termes du vocabulaire politique. C'est que l'expérience politique est de toutes la plus évidemment analogue à l'expérience du corps. En politique, plus qu'ailleurs, il est frappant que l'indépendance s'acquiert au prix d'une certaine dépendance. De la façon la plus simple, on peut définir la politique comme l'effort d'individus pour prendre en charge leur destin qu'ils reconnaissent du même coup comme commun. Comme le veut Aristote, la vie politique se distingue donc de la vie familiale. Elle ne repose pas sur un lien de sang qui ferait des citoyens des parents ou des frères. Ne résultant pas de l'identité biologique entre ses membres, la vie politique est essentiellement une action. Et politique, un groupement humain dont les membres cherchent à prendre en main leur existence en vue d'une certaine fin. Remarquons que cela peut être dit également d'une société dans laquelle l'exercice effectif du gouvernement est remis à quelqu'un ou à quelques-uns. Dans la mesure où les principes qui fondent le pouvoir sont présents à l'esprit des sujets et revêtent un sens pour eux, on peut encore considérer que d'une certaine façon, les sujets participent au gouvernement de soi de la société. Il est cependant possible de soutenir
qu'une république dont les citoyens sont directement responsables est plus éminemment politique qu'une société dans laquelle le pouvoir est délégué. C'est du moins l'avis d'Aristote, suivi sur ce point par les républicains modernes. En un mot, donc, politique est le qualificatif donné à une société se gouvernant elle-même, plus ou moins activement. Mais regardons à présent une société politique réelle, regardons-la en mouvement. Nous nous apercevons que l'autonomie politique s'exerce effectivement dans les conditions d'une certaine dépendance. Dans la vie politique d'abord, l'agent se révèle dans la dépendance, non pas d'autrui, mais des autres. Lévinas l'a montré, le face-à-face d'où jaillit l'éthique n'est pas la condition de la vie politique. De fait, agir en politique, cela ne peut signifier que porter une action auquel les autres doivent se rallier pour qu'elle soit accomplie. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Être meneur d'action, être meneur d'hommes, c'est une même chose. C'est la raison pour laquelle la politique contient toujours, et malgré tout, le risque du despotisme. Il suffit d'un rien, que le meneur cesse d'en appeler à la liberté des autres hommes et qu'il ne s'appuie plus que sur leur docilité. Ça y est, voilà Rodrigue tyran. Mais on peut voir les choses à l'inverse. L'homme politique, on y prête peut-être moins attention, court en permanence le risque d'être réduit à l'impuissance. Que les autres tournent le regard, qu'ils entendent d'autres voix, il ne peut plus rien. À tout moment, la dépendance à l'égard des autres peut virer à l'abus de pouvoir ou à l'insignifiance. Cette dépendance se double encore d'une dépendance à l'égard des circonstances historiques. L'élément, comme dirait Lévinas, l'élément dans lequel se meut le corps politique, c'est bien entendu l'histoire. C'est une évidence, les hommes agissent toujours dans certaines conditions qui résultent du court passé des choses. En un sens, ces conditions limitent l'action. On ne peut pas tout à tout moment. Ne pas voir la nouveauté des conditions actuelles, ou au contraire devancer trop les conditions à venir, constitue deux manières d'échouer politiquement. Dans un autre sens, cependant, la situation établie par l'histoire est ce qui rend l'action possible. Non pas seulement comme une opportunité, on profite d'un moment favorable pour agir. L'histoire n'est pas seulement cette fortune, bonne ou mauvaise, dont le prince habile s'est joué. De façon plus déterminante, dans l'histoire ou par l'histoire, est forgée la communauté humaine capable d'action. Autrement dit, l'histoire constitue la communauté à l'intérieur de laquelle la relation de l'un aux autres, de l'agent aux autres, peut se nouer, peut prendre, en quelque sorte. Cela est vrai aussi de la démocratie, y compris de la démocratie moderne, et c'est ce qui en fait la difficulté propre. La démocratie affirme la souveraineté du peuple ou des individus qui composent le peuple, mais, comme y insiste par exemple Pierre Manant, mais aussi d'autres auteurs d'orientation philosophique différentes, mais les contours du peuple sont historiquement donnés. D'où la difficulté de tenir ensemble le principe d'un peuple abstrait, c'est-à-dire composé d'individus proclamés libres et égaux, et la réalité du peuple concret, plus ou moins fait par l'histoire. Si la métaphore du corps politique est irrésistible, c'est parce que l'action politique, aujourd'hui encore, repose de façon visible, de façon sensible, sur une double dépendance de l'un à l'égard des autres et de tout cela par rapport à l'histoire. Je m'arrête ici un instant, car à parler trop vite, ma démonstration est devenue presque contradictoire. J'ai rappelé en commençant que la vie politique ne repose sur aucun donné de type biologique. Problématique,
le lien politique n'est pas donné avec la naissance des citoyens. J'en suis venue à parler comme si ce lien était donné avec l'histoire. Cette formulation, juste approximativement, est néanmoins trompeuse. Elle donne à penser que la communauté politique préexiste à l'action de ses membres. Proposition contradictoire avec l'affirmation antérieure, la communauté politique est une action. J'essaye donc de reprendre le problème pour parvenir à une meilleure formulation, à une formulation moins contradictoire. Que nous donne au juste l'histoire dont la vie politique aurait besoin pour se nouer concrètement? Il me semble que pour le moins, l'histoire fournit les conditions nécessaires à la conversation sur les fins et sur le contenu de l'action. La réponse est simple, sans doute partielle, mais il me semble utile, et d'abord pour moi-même, de la déployer. Pour s'intéresser à la politique, il faut tout d'abord se sentir concerné, voire visé par les actions des autres. Par exemple, pour s'engager dans un débat sur le juste ou l'injuste, sur le bon ou le mauvais, il faut se sentir d'une certaine façon touché par les comportements, justes ou non, bons ou non, des autres. Il faut se sentir à portée de la justice ou de l'injustice d'autrui. Or, on peut légitimement soutenir, même si c'est discutable, que cette proximité morale n'existe, qu'elle n'est véritablement sensible que dans un cadre, sinon étroit, du moins limité. D'autre part, pour que le débat politique ait lieu, il faut qu'il s'inscrive dans certaines expériences qui donnent une signification concrète au terme du débat. Par exemple, pour savoir si une loi débattue est juste ou non, il faut avoir un peu vécu sous de bonnes et de mauvaises lois. Pour juger de la valeur d'une action, il faut avoir un peu de souvenirs des hauts faits ou des égarements du passé. Ici encore, l'histoire fournit les références qui constituent l'aliment de la conversation politique. L'histoire joue donc un rôle essentiel dans la mesure où elle entre dans la conversation politique. On peut donc dire, sans contradiction majeure, que le lien politique n'est pas donné en dehors de l'action et qu'il repose sur le donné historique. Alors, je voudrais ici formuler une remarque que j'espère ne pas être inutilement polémique, simplement pour approfondir un instant cette question de la conversation politique. Une remarque sur ce que j'ai appelé, ce qu'on appelle communément la politique ou le mouvement des droits de l'homme. Donc par là, je désigne de manière trop vague un mouvement plus ou moins organisé, plus ou moins diffus, né dans les années 1970 et 80, un mouvement qui n'affirme pas seulement que certains droits doivent être reconnus pour que l'existence politique puisse avoir lieu, pour que l'existence humaine tout court puisse se dérouler, un mouvement qui se donne pour but exclusif de faire triompher les droits humains à l'intérieur et à l'extérieur de la nation, sans considération, peut-être même, en tout cas pour certaines de ces franges, sans égard pour le cadre politique dans lequel ce mouvement s'inscrit. La politique des droits de l'homme ainsi comprise se présente comme une politique universelle. Non seulement elle trouve des relais à l'échelle globale, mais lors même que la défense des droits est menée ici et maintenant, elle vise une conquête à la portée, à la signification immédiatement globale. Tout droit conquis est un droit affirmé pour le genre humain et est donc destiné à être un jour garanti pareillement ailleurs. Cet universalisme, me direz-vous, va de soi, puisque l'homme des droits de l'homme est bien sûr compris en son sens générique. Les droits de l'homme concernent tout être humain, quel qu'il soit, indépendamment de toute caractéristique particulière. Bref, l'universalisme de ce mouvement des droits de l'homme est tout à fait cohérent avec son fond conceptuel. Simplement, il me semble qu'on peut percevoir cet universalisme aussi d'une autre manière.
Si la politique des droits de l'homme est immédiatement universelle, c'est peut-être aussi que cette politique ne constitue pas, peut-être même ne peut-elle pas constituer un débat civique à proprement parler. On ne peut pas logiquement débattre des droits de l'homme. On ne peut, si l'on est cohérent, que les défendre. Si l'on peut parler de politique, il s'agit donc néanmoins d'une politique qui ne met pas en jeu la question du juste ou qui tient la définition du juste, en quelque sorte, pour simple et acquise. Le juste n'est pas un but problématique que l'action cherche à définir et à atteindre, il est un principe à réaliser, réalisation qui, bien sûr, n'est quant à elle ni simple ni acquise. On comprend dès lors qu'une politique formulée exclusivement, et j'insiste sur le caractère exclusif, qui est ce que je suis en train de questionner, une politique formulée exclusivement en termes de droit n'a pas besoin de s'inscrire dans une communauté historique particulière, puisqu'elle n'a pas besoin de l'aliment que l'histoire constitue à la conversation civique. Donc, pour me résumer, que nous apprend la métaphore du corps politique que nous aurions peut-être du mal à articuler sans elle? Je suis de ceux qui pensent, c'est ce qui m'avait porté à faire cette thèse, qu'un des défauts principaux de notre société, dont je ne m'exclus pas, j'en suis, consiste, pour reprendre l'expression de Jacques de Witt, dans son ressentiment à l'égard du donné, qu'il soit le donné naturel ou historique. Dans bien des domaines, nous nous évertuons à surmonter les conditions mêmes de notre existence parce que, déterminées par la nature ou par l'histoire, nous ne les avons pas faites. Ainsi, dans l'ordre politique, j'y reviens, nous cherchons par exemple à établir la démocratie des droits humains, au-delà de toute entité historique, ou même contre tout héritage historique. Dans cet effort, nous tendons à méconnaître que ce qui conditionne notre action ne la limite pas seulement, mais la rend bel et bien possible. L'analyse lévinassienne du corps, son extension à la vie politique, permet de dissiper cette méconnaissance. Cependant, pour aller au bout des remarques précédentes, j'ajouterai un second enseignement. On n'est peut-être pas mieux averti lorsqu'on se donne pour but premier de conserver ce que l'histoire nous a donné. Ceci mérite une explication. Dans la description de Lévinas, l'activité du corps est effectivement liée à sa passivité, j'y ai insisté. Le corps se meut en étant affecté. Tout mouvement du corps a lieu à partir du donné et d'abord à partir de la donnée du corps lui-même. Mais ceci ne se découvre que dans l'action. C'est le corps en mouvement, le corps en acte, qui révèle sa dépendance à l'égard du donné. Par exemple, c'est le corps percevant qui montre sa dépendance à l'égard du sensible. Ou, pour reprendre le même exemple que tout à l'heure, c'est l'artisan à l'œuvre qui nous fait voir ses mains guidées par les outils. Ou encore, en politique, c'est l'homme d'action, l'homme menant une grande action qui révèle sa sensibilité historique, sa dépendance à l'égard de l'histoire. Or, le corps en mouvement ne cherche pas à se conserver. Orienté vers l'action, l'agent oublie précisément de se préserver, il s'expose. Oui, donc, il faut consentir aux données pour agir, mais l'action pour autant n'a pas pour objet la préservation du donné. Je dirais donc à ma manière que l'existence du corps politique est l'implicite de la politique. L'objet explicite de la politique ne peut être que la recherche active du juste, de la grandeur peut-être aussi, dans certaines conditions historiquement données. Penser la politique à la lumière de l'expérience du corps, cela permet donc, et d'ailleurs ça rejoint la démarche de Gilles Lanus dans sa première conférence au Mans, cela permet de porter au jour deux erreurs de perspective. Celle qui consiste à détacher la vie politique de tout lien à une communauté donnée, celle qui réduit au contraire la vie politique à la perpétuation
d'une communauté particulière. Au reste, une erreur risque finalement de rejoindre l'autre. C'est ce que j'appellerais la logique du retournement. Elle est frappante, cette logique, dans l'existence personnelle. Celui qui veut se défaire de son corps et vivre une vie toute spirituelle finit par s'empêtrer dans un combat avec la matière où il se trouve en fait rivé au corps. C'est l'anorexique, obsédé par la nourriture, qui compte les aliments et qui les pèse et qui se pèse. C'est le puritain qui voit partout la chair sur laquelle il ne parvient pas à fermer les yeux. Couvrez ce sein que l'on ne saurait voir. À l'inverse, qui ne pense qu'à préserver son corps finit par lui imposer des rigueurs ascétiques et d'ailleurs vaines. Pardon pour l'exemple que j'ai pris qui est un peu trop mélodramatique, mais c'est celui qui m'est venu à l'esprit. Dans un de ses romans, Maupassant met en scène une femme, encore jeune, mais dont l'enfant déjà devient femme à son tour. Cette femme s'aperçoit que son amant a des regards pour sa fille qui lui ressemblent, et pour la première fois, elle relève sur son corps les marques de l'âge. Elle décide alors de sauver, de préserver ce corps qui se modifie. Elle adopte un régime, mange peu, boit, si je me souviens bien, à heure fixe. D'abord rafraîchie par ce régime, elle retrouve pour un peu de temps les grâces de son amant. Mais bientôt, la vieillesse l'emporte, accusée encore par la minceur. L'amant épouse la fille. D'une certaine façon, il en va dans la vie politique comme de la vie tout court. Vouloir que les individus existent et coexistent en dehors de tout corps politique, c'est s'enferrer à coup sûr dans une lutte avec tout ce qui vient du passé, où l'histoire devient en fait une obsession. La critique progressiste n'est-elle pas la plus enlisée dans ce passé qu'elle dénonce et veut à tout prix déconstruire? À l'inverse, ceux qui affichent pour but de maintenir le corps politique en son identité font en fait de la communauté politique un objet de volonté. Les uns sont pris dans ce qu'ils veulent défaire, les autres veulent faire, ou du moins refaire, ce dont ils disent hériter. Lorsqu'on lit l'analyse lévinassienne du corps, la parenté entre la vie du corps et la vie politique apparaît clairement, puisque chaque fois, dans les deux cas, notre capacité d'agir et de faire se trouve liée à quelque chose que nous n'avons pas fait. En même temps, je suis consciente qu'en mobilisant Lévinas pour penser la métaphore du corps politique, je réalise comme un tour de passe-passe. Je prends à Lévinas ces mots pour expliciter une notion, je parle évidemment sous contrôle, qui non seulement ne se trouve pas chez lui, mais qu'il aurait probablement récusée. Car si Lévinas redonne une place centrale au corps, il me semble que la politique reste chez lui éminemment problématique. Alors, je laisse de côté les éléments de la philosophie lévinassienne qui pourraient bien constituer une pensée politique. Je me concentre sur la politique comme problème chez Lévinas. Pour Lévinas, dans certains textes, la politique désigne une attitude générale par rapport à l'existence, une certaine manière de concevoir et d'aménager la place de l'homme dans le monde. En ce sens, ce qui caractérise l'attitude politique, c'est l'oubli ou le refus de la responsabilité personnelle. La politique prise en ce sens consiste essentiellement à regarder chaque homme comme la partie d'un tout qui le dépasse et dans lequel il se fond. La politique est, dit Lévinas, et l'on appréciera le choix de l'adjectif, la politique est catholique. Si l'on adopte l'attitude politique, on est ainsi amené à ne considérer comme réels que les mouvements de la totalité politique. Seul existe le mouvement, le devenir du tout politique. Une telle compréhension est effectivement problématique. Elle signifie que
l'on peut accepter de sacrifier un homme au nom de l'avenir de l'homme avec majuscule. La politique ainsi comprise implique encore que l'individu n'est que le complice, le relais, l'exécutant d'une action d'ensemble dont il n'est pas l'auteur. L'homme n'est que le factotum de l'histoire politique, et cette histoire, il n'ose même pas la juger. L'attitude politique signifie enfin, peut-être surtout, que les actes de chacun, s'ils n'impactent pas visiblement le tout politique, sont sans portée, sans valeur, réduits à néant. Pas de morale, donc, qui tienne contre la politique. À cette vision politique, Lévinas oppose bien sûr une vision éthique qui consiste à porter au plus haut la valeur morale des actes personnels. Tout ce que je fais compte, non seulement pour ma justification, mais pour le salut des autres, même pour le salut du monde. Quand bien même cela resterait politiquement totalement invisible. Si l'on adopte cette perspective lévinassienne, la métaphore du corps politique est donc bel et bien évidente, mais pas au sens où je l'entendais. Cette métaphore révèle, de façon lumineuse, de façon criante, la vérité de la politique, qui consiste à ne voir dans l'individu que le membre d'un tout, le membre d'un grand corps. Corps politique, l'expression constitue en fait un pléonasme, mais dans lequel le mot corps a changé de sens. La société politique est un grand corps, mais un corps mort, sans souffle, sans âme, privé de facultés morales. Le contraire, dirait René Lévy, d'une chair. Il y a donc malice. À travers la métaphore du corps, je défendais la signification existentielle de la politique, alors que cette métaphore, en vérité, dirait le problème que constitue la politique, son immoralité. Pourtant, non, je ne suis pas si malicieuse. Mon argument est sans doute discutable, mais il était honnête, car je ne crois pas, en tout cas pas jusqu'au bout, à la dénonciation lévinassienne de la politique. Je ne crois pas que la métaphore du corps politique dise la perte morale de l'individu dans le tout politique. 3 remarques sur ce point pour clore ou pour ouvrir la conversation. Première remarque. Cela est vrai, je l'ai dit, la métaphore du corps politique renvoie au fait que l'agent, l'individu politique, est dépendant des autres. Politiquement, l'action de l'un ne se réalise, ne prend corps, que par l'action des autres. Mais cela n'implique pas que l'acte solitaire soit nul. L'homme, l'agent politique, encourt le risque de l'insignifiance s'il ne parvient pas à rallier les autres. Cela veut dire précisément que l'insignifiance politique mérite d'être encourue, qu'elle a donc une valeur. Bref, l'insignifiance politique, encourue comme un risque, n'est pas insignifiante. Au plan politique, l'action avortée peut laisser une trace, qui sera peut-être un jour exhumée et suivie. Au plan moral, elle garde la valeur intrinsèque du désir de justice. Deuxième remarque, Lévinas, il me semble, insiste sur le fait que, comprise de façon radicale, la morale implique que l'agent est comptable non seulement de lui-même, mais des autres. Je réponds d'autrui, non seulement du respect dû à autrui, mais je réponds presque du comportement d'autrui. La responsabilité morale, ainsi comprise, est en un sens illimité, elle est cette fois-ci, au sens propre, universelle. Mais on peut considérer que le lien politique rend possible une responsabilité pour les autres, plus limitée certes, mais plus directe aussi et plus spéciale. À l'intérieur du corps politique, l'appartenance morale des uns aux autres est rendue directement sensible. La justice ou l'injustice de mes concitoyens,
et notamment la justice et l'injustice de mes gouvernants, me concernent de façon particulière. Dans l'autre sens, ma justice, si tant est que je sois juste, ma justice a une chance de toucher visiblement les autres à travers les rapports civiques que j'entretiens avec eux. Hannah Arendt écrit quelque part, je sais que vous n'êtes pas forcément fanatique d'Hannah Arendt, mais René Lévy nous a même enjoint d'aller relire une page de Foucault, donc je me permets de citer Hannah Arendt. Hannah Arendt écrit quelque part que la responsabilité pour les autres membres du corps politique est telle qu'elle deviendrait littéralement écrasante si elle était étendue au genre humain à travers la construction d'un État universel. Il y a donc bien à l'intérieur du corps politique une responsabilité pour les autres particulièrement intense. Donc, on peut considérer que la limitation de cette responsabilité pour les autres à l'intérieur d'une communauté politique constitue un problème philosophique, mais il est tout à fait permis de considérer aussi que cette responsabilité demeure une des formes éminentes de la responsabilité morale pour autrui. Quant à la totalité que la communauté politique constitue, il faut s'entendre. Si j'ai bien entendu, René Lévy a dressé l'opposition suivante. Ou bien le corps est vivant, doué d'une âme personnelle, et il est alors une chair au sens biblique. Ou bien c'est une dépouille, un cadavre. Il me semble que le corps politique n'entre justement pas dans cette dichotomie qui concerne les corps humains individuels. Bien entendu, le corps politique n'est pas une chair au sens biblique, à moins, il n'y en a plus beaucoup, à moins de penser comme Joseph de Maistre. Nul ne considère aujourd'hui que le corps politique est une créature directe de Dieu, insufflée par lui d'une âme propre. Et cependant, le corps politique n'est peut-être pas sans âme, tout du moins, et là peut-être une âme par analogie. C'est en tout cas ce que disaient les médiévaux. L'âme du corps politique, disaient-ils, c'est la justice. En effet, ce sont les rapports de justice qui animent la communauté politique, et pour que celle-ci vive, il faut que la justice, disaient les médiévaux, soit présente en tous ses éléments, en tous ses membres. C'est exactement la définition de l'âme qui anime le corps et est également présente en tout point du corps. Le corps politique ne constitue donc pas forcément un tout indéterminé. Sa forme lui vient de la justice qui l'entretient. C'est d'ailleurs pourquoi il existe une pluralité de corps politiques, dans la mesure où chacun tente d'approcher en pratique une certaine compréhension de la justice. Je tiens donc, et sans malice, qu'il y a un sens à rapprocher la vie politique de la vie du corps. Reste, je le concède volontiers, une dénivellation de plan entre ces deux expériences, dénivellation à laquelle je crois on est particulièrement sensible ici. Le judaïsme et le christianisme affirment que le corps de chair ressuscitera, tandis que les corps politiques passeront. C'est peut-être ici que la métaphore du corps politique trouve sa vraie limite et sa fin. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Gabriel. Ne soyez pas trop hostile, s'il vous plaît. J'ai eu l'impression que la phénoménologie essayait de penser finalement le concept de corps politique sur un modèle très antique, qui était celui de la politeia, avec la question d'une forme organisée en vue d'une finalité. Mais j'ai eu l'impression aussi que la phénoménologie esquivait quand même le concept d'État. Et le concept d'État, justement, court-circuite tout le rapport de regard, de responsabilité, parce que si les hommes se regardent entre eux, l'État aussi les regarde et ne les regarde pas du tout de la même façon. Est-ce que c'est pas quand même le style comment dire, qui esquive un grand problème moderne, qui court-circuite l'État dans le rapport antique de la façon dont on pense la politique? Alors, pour commencer,
Je ne faisais pas une leçon de phénoménologie politique parce que je voulais restituer vraiment à travers ma sensibilité. D'accord ? Voilà, je pourrais vous faire une lecture exacte des textes de la phénoménologie politique. Ça pourrait rejoindre en grande partie ce que j'ai dit. Par exemple, Hannah Arendt est très sensible à l'expérience grecque. Merleau-Ponty décrit parfois la politique en dehors de la référence à l'État aussi. C'est parfois assez atemporel comme ça. Mais néanmoins, c'était mon propos, donc voilà, ça n'était pas une leçon de phénoménologie politique. Pour le reste, vous avez raison. Alors, ma sensibilité est sans doute voilà, marquée, pas seulement par les Grecs, parce que je ne prétendrai pas les connaître si bien que ça, mais par tous les contemporains qui connaissent bien les Grecs. Voilà, j'ai beaucoup suivi les séminaires de Pierre Manant, qui est très sensible à Aristote aussi. Et puis, par ailleurs, effectivement, j'ai travaillé sur Hannah Arendt. Donc, effectivement, je ne réduirai pas la vie politique au commandement de l'État sur les membres de la société. La vie politique, je crois, même aujourd'hui, ne s'y réduit pas. Je ne crois pas qu'elle se réduise voilà, à la maîtrise de la société par l'État. Donc, l'État intervient effectivement à un moment donné et transforme la physiologie du corps politique. Ça c'est certain. Quand vous dites qu'il pose un problème, est-ce que vous voulez préciser le problème que dans votre esprit il pose ? Oui, au fond, est-ce que c'est un corps à part en tant qu'État, ou est-ce que vous avez posé un problème qui paraissait justement ouvrir cette question-là quand vous avez dit que la politique, c'était l'action des autres, quelque part. Vous voyez ? Et je me suis dit, oui, voilà, ces mécanismes d'articulation, est-ce que c'est une porte ouverte sur une réflexion sur ce que c'est que l'État, ou est-ce que l'État est quand même quelque chose qui surpasse dans un corps particulier et évidemment, alors là moi je reste dans une perspective très ouverte par Hobbes, hein, vraiment une figure dont on peine encore aujourd'hui à dire finalement, quel est ce Léviathan, ce corps, et quel rôle joue-t-il par rapport aux autres corps concrets de chair que sont les hommes. Alors, ce que je peux dire, ça ne va pas être une réponse très, très satisfaisante, il faudrait que je prenne la question dans ce sens-là, mais en principe, donc, moi je ne parle pas de Hobbes, parce que je pense que Hobbes permet l'émergence de l'État, mais qui ne dit pas forcément la vérité de l'État, et si vous voulez, je pourrais revenir sur la façon dont lui utilise la métaphore du corps. Mais je dirais que de manière générale, on peut concevoir l'État comme un grand instrument. Le grand instrument par lequel donc, soit la société encore, soit, si on veut être moins unitaire que ça, les citoyens, le grand instrument par lequel les citoyens peuvent agir sur leurs conditions. En ce sens-là, ça ne détruit pas forcément la condition politique telle même que les Grecs l'ont pensé. En tout cas, ça ne détruit pas forcément jusqu'au bout, si ça reste un grand instrument. S'il est un instrument, il faut penser le lien avec ceux qui commandent l'instrument, et c'était le lien représentatif. Donc, pour que l'État reste un instrument de la politique des citoyens, il faut que la représentation fonctionne. Si elle ne fonctionne plus, effectivement, l'État peut devenir un grand corps écrasant la vie civique, c'est tout à fait possible, et c'est arrivé dans l'histoire. Ça dépend voilà, de la manière dont l'articulation entre les citoyens et l'État a lieu ou pas à travers la représentation. C'est assez insatisfaisant, je le conçois. Oui ? Juste pour plonger un peu, vous êtes revenu à Aristote au début pour parler du corps politique. Et ça m'a fait penser à l'expression corps d'un texte. Et je pensais qu'Aristote, c'est lui qui avait posé l'articulation dialectique, enfin une thèse-antithèse, il me semble, hein, je sais pas. Non, mais pas non. Et du coup, vous faites un lien avec le... Je me demandais si le corps politique était un corps qui se prêtait à la dialectique. Parce qu'il y avait par exemple deux pôles qui pouvaient rentrer en discussion, éventuellement synthétisés par l'État. Alors, il y a des théories dialectiques de la société politique. En tout cas, je ne confierai pas à l'État la mission de faire la synthèse absolue. Moi, j'ai une vision plus... Enfin, j'aime vraiment beaucoup le mot de conversation qui revient sans cesse chez Aristote. Dans la mesure où, contrairement aux médiévaux que j'ai cités, nous n'avons plus de vision unitaire du monde, j'estime que la politique demeure néanmoins et que le corps politique demeure néanmoins pour peu que la conversation politique soit intense, soit vrai en un sens. Donc, voilà, moi, c'est cette conversation-là à laquelle je tiens. Entre les citoyens. Et simplement, pour Aristote, pour revenir à Aristote, j'ai beaucoup recherché la métaphore exacte du corps politique chez Aristote parce que je trouve que tout y est pour qu'on débouche sur cette métaphore.
Et elle n'y est pas, contrairement à ce que beaucoup de traductions, notamment médiévales, font entendre. Dans les traductions médiévales, il y a corps politique dont Aristote a toutes les lignes. En fait, à chaque fois qu'Aristote dit communauté politique, les médiévaux disent corps politique. En fait, ça n'y est pas. Alors, moi, je ne crois pas que ça veuille dire que la pensée du corps politique n'y est pas. Je n'ai pas tout à fait mis le doigt sur la raison pour laquelle la métaphore du corps politique n'y est pas, parce que vraiment, il dit, par exemple, que... Bon, c'est connu, hein, mais... que le citoyen... Alors, c'est pas la métaphore du corps, c'est l'image de la statue. Que si la main de pierre tombe de la statue, elle n'est plus une main, elle est un morceau de pierre. Oui, elle n'est une main que parce qu'elle est reliée à un corps, sinon elle n'est plus rien. Et il en est de même du citoyen qui, s'il est séparé de la cité, n'est plus un être humain, mais autre chose. Donc je trouve que tout y est, mais en tout cas, la métaphore exacte du corps politique n'y est pas. Oui. En fait, la question que je voulais vous poser concerne la critique que vous avez formulée à l'encontre de la société contemporaine, où vous avez dit qu'elle avait un problème avec les données, et que votre diagnostic, c'est que c'est le problème de la société que d'avoir ce problème avec le donné. Et donner, évidemment, comme être chez Aristote, a plusieurs sens. Et il me semblait que une des acceptions politiques, ou en tout cas la manière politique d'entendre cette notion de données, c'est d'immédiatement neutraliser précisément son acception phénoménologique, disons, standard, pour demander on donne combien à qui. Vous voyez, parce que le donné regarde plus ou moins à la dépense, selon celui qui est concerné. Et quand vous dites la société contemporaine a un problème avec le donné, donc cet usage d'ailleurs quand même assez massif dans votre conférence de l'article défini m'a semblé être une sorte de, disons, de dépolitisation en soi. Parce que Arendt, par exemple, dans ses notes préparatoires au livre qu'elle n'a pas pu achever sur la politique, commence en disant que la matrice théorique de la politique, c'est le fait de la pluralité humaine. Et donc, le fait que l'article définit que, dit-elle, la philosophie, la théologie, dont la théologie et la philosophie, par contre, affectent le nom d'homme, sitôt qu'on le considère d'un point de vue politique, comme de vif argent, il s'éparpille, il vole en éclats. Et donc, il n'y a que de la pluralité humaine. Il me semble que la notion de données, sitôt qu'on essaye de la saisir d'un point de vue politique, ce donné aussi vole en éclats. Et que précisément, le donné ne donne pas à tous la même chose, ou ne se donne pas à tous, je veux dire, de la même manière. Et c'est pourquoi, quand vous parliez, disons, notamment à travers l'exemple de l'anorexie, qui est un peu justement, alors là pour le coup, me semble-t-il, c'est ce que Hegel dit concernant l'ascète, effectivement, qui est tout le temps renvoyé au corps, à mesure qu'il essaye de s'en détourner, de l'oublier. Bon, donc, mais vous avez dit, c'est un peu comme les progressistes qui ne cessent de s'embourber ou de s'enliser dans un passé contre lequel ils s'agitent, à force de s'agiter contre ce passé, ici en guise, etc. Mais il y a là quelque chose qui, là aussi, me pose problème, parce qu'en fait, il me semble que la question n'est pas le passé, mais la rémanence du passé dans le présent. Et précisément, comment ce passé, ou dans quelle mesure ce passé donne dans le présent, et à qui il donne. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que ma question commence à là pour le coup aussi à s'analyser, mais j'aimerais simplement que vous disiez quelque chose sur la notion de donner quand on l'entend de manière politique. Alors, je vais essayer de donner, disons, des éléments de réponse, puis vous me direz si d'une manière ou d'une autre je vous ai répondu. D'abord sur la généralisation, c'est vrai que j'ai procédé à plusieurs généralisations, donc elles sont discutables. C'est simplement que je trouve que s'il n'y a jamais aucune généralisation, on ne discute pas. Si on n'essaye jamais de faire un tableau un peu saillant, un peu visible de ce qui se passe, je trouve qu'on n'entre jamais dans la discussion. Donc vous avez raison de me critiquer sur ce point. Simplement, je n'arrive pas à
discuter sans passer à un moment donné par une généralisation. Et vous avez raison, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Alors, simplement, sur le donné, pour essayer de vous montrer un tout petit peu ce que j'ai voulu dire au sujet de la critique progressiste du donné, donc encore une généralisation, je vais prendre un exemple particulier auquel j'ai eu affaire récemment. Dans le milieu universitaire où je suis, qui est le milieu de la science politique, l'écriture inclusive est devenue une obligation quasi systématique. Alors on me dira que ça n'est pas une obligation, que je peux en tant qu'individu refuser de la pratiquer, mais tous mes collègues pratiquent l'écriture inclusive dite avec point milieu, parce que j'ai découvert que ça n'est pas le point médian, c'est le point milieu. Donc un point qui est au milieu des deux premières lignes. Donc j'ai du coup essayé de comprendre un peu d'où venait ce qui m'apparaissait comme un acharnement contre la langue, parce que spontanément, je suis assez rétive à cette écriture inclusive. Je ne trouve pas que la langue en soi, telle que nous la pratiquons, soit machiste ou sexiste. Et donc j'ai regardé un petit peu les livres, notamment de l'historienne qui a lancé un petit peu cette pratique de l'écriture inclusive en France. Elle est historienne, et donc elle recherche au XIXe siècle tous les événements et tous les auteurs de la masculinisation de la langue qui, dit-on, a eu lieu au XIXe siècle. Alors il y a des choses qui me paraissent tout à fait intéressantes, par exemple des termes féminins de profession qui disparaissent au XIXe alors qu'il existait, la poétesse, la doctoresse, ça m'intéresse, je trouve que ce sont des beaux termes. Et donc elle considère aussi que c'est à ce moment-là que, arbitrairement, des grammairiens ont stabilisé l'usage du masculin pluriel pour parler d'un groupe mixte. Et donc elle en déduit que oui, la langue est intrinsèquement machiste, sexiste, et que donc il faut d'une certaine manière la déconstruire, et elle avoue même à certains passages ce qui serait son intention peut-être de plus grande portée, qui serait en fait des mots neutres, qui ne soient ni masculins ni féminins, mais comme on peut pas, on fait du masculin et du féminin en même temps. J'ai été surprise de voir justement cette obsession à l'égard du donné historique dont je parlais. C'est-à-dire que c'est un mouvement, l'écriture inclusive, qui veut mettre à distance l'héritage historique parce qu'il est sexiste. Il faut s'en défaire, il faut en quelque sorte réinventer la pratique du langage, la pratique de la langue pour se défaire du passé, mais en même temps, il y a ce travail pour aller dénicher les grammairiens du 19e qui ont masculinisé la langue, et c'est un argument vraiment d'autorité. Une fois qu'on a montré que dans l'histoire, il y a un grammairien qui a fait ça, on peut plus résister, on est obligé de se poser contre la masculinisation de la langue. Et donc j'ai tout d'un coup perçu combien la critique progressiste pouvait être enlisée dans l'histoire, parce qu'elle cherche à mettre à distance un donné, que du coup elle retravaille sans cesse, d'une manière que je trouve, moi, peu féconde. Donc c'est tout à fait un avis personnel. Et je trouve qu'au contraire, si d'une certaine manière on accepte le donné, par exemple la langue telle qu'elle est, alors on la modifie par la poésie, par le travail littéraire, mais si on n'a pas de ressentiment contre la langue telle qu'elle est, il me semble qu'on peut faire des choses qui sont plus fécondes, et c'est un peu dans ce sens-là que je parle de ce donné auquel il est bon de consentir, pour pouvoir agir. Mais je ne sais pas si cet exemple vous parle un peu plus. Mais il me parle, mais en ce qui me concerne, en votre défaveur. Parce que, ça, c'est très possible. Parce qu'en fait, justement, l'obsession dont vous parlez ne concerne que cette historienne, en fait. Le message qui résulte de ses travaux, lui, fait complètement l'impasse sur cette histoire. Donc il n'y a pas du tout d'obsession. Non, parce que quand vous commencez à discuter... Régurgitation de l'histoire. Et il y a un élément que, me semble-t-il, que vous escamotez complètement. C'est qu'en fait, je ne suis pas en train de plaider ici pour l'orthographe, ce n'est pas la question, mais simplement, si quelque chose comme ça a été élaboré et proposé, c'est parce qu'on a l'impression que là où effectivement on a l'impression de vivre dans une société civilisée, et effectivement sur la fréquence d'onde de la conversation, d'accord, courtois, comme dirait Philippe Gros, galant, etc. Néanmoins, on observe aussi qu'il y a de la violence qui passe. C'est-à-dire que, pour parler comme Pascal, la violence finit par se dissoudre et devient la force de la coutume. Donc c'est une violence qui ne se signale plus comme violence. Et pourtant, même là où la violence
est censée est censée s'être complètement dissoute dans l'habitude, eh bien, il y a des zones où la violence continue de se manifester comme telle, et c'est pourquoi on est obligé de s'interroger sur ce fond de violence qui est à l'origine de nos habitudes, de ce que vous appelez le donné, auquel on est si accoutumé et qu'on a du mal à violenter, mais certains diront il faut le violenter parce que qu'on le veuille ou non, il continue à faire des ravages. Et donc, de toute évidence, si on veut toucher à la langue, c'est bien pour effectivement nous secouer dans le confort de nos habitudes, pour dire attention, ce que vous prenez pour voilà, non seulement la vitesse de croisière, mais le paysage intemporel dans lequel la civilisation, la pensée, tout ça va continuer à avoir cours, comme si de rien n'était, continue d'une certaine manière à gêner à certaines entournures qui ne sont peut-être pas les miennes, les vôtres, mais quelque part. D'où la nécessité de... Vous voyez, il y a un problème, c'est pour ça qu'on touche à la langue. On ne touche pas à la langue parce qu'une historienne a dit au 19e, ils y ont touché. Si c'était que ça, on lui dirait, eh ben d'accord, eh ben, ils y ont touché au 19e, c'est pas une raison nous pour toucher. Hein. C'est pas comme les enfants touche. Je veux dire, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pour certains, la violence charrie cette violence sexiste, etc. Et donc, il faut aller à l'infrastructure. La langue étant une infrastructure comme une autre, il faut toucher à l'infrastructure. Maintenant qu'une historienne a y montré que, en effet, le donné n'est pas si donné que ça, qu'il y a eu des arrangements avec ce donné, je dirais c'est autre chose. Mais vous voyez bien que c'est parce qu'on se confronte aujourd'hui à quelque chose que certains identifient comme un problème politique. Et ce problème politique, il est que la langue ne donne pas la même chose précisément à tous ses usagers. D'abord, c'est dommage que vous ne plaidiez pas pour l'écriture inclusive, parce que vous êtes un bon avocat. Mais alors, ce que vous dites, qui est effectivement... Donc, ce que vous dites, qui est effectivement ce qu'on peut trouver comme argumentaire, c'est très vrai qu'il y ait des lieux de la société où la violence perdure d'une manière à laquelle on s'est habitué, et à la rigueur que la violence perdure sous une forme qu'on ne voit plus, ça me semble tout à fait vrai, qu'il puisse y avoir dans certains lieux de la société, dans certains rapports sociaux, une violence de type sexiste, c'est vrai sans aucun doute. Moi, ce que je conteste, c'est que la langue en elle-même soit sexiste et que la langue en elle-même charrie une violence sexiste. Et à la rigueur, je dirais que moi, j'ai reçu comme une certaine violence cette obligation, donc implicite, cette norme qui s'impose de devoir mettre ce point milieu dans le mot. Je le perçois comme une violence, ne serait-ce que, et là encore c'est un argument dont j'ai vu comment il était démonté par l'interlocuteur, parce que je trouve que c'est une écriture qui ne correspond à rien d'audible, donc qu'on ne peut pas lire à haute voix. Alors on me répond que si, que avocat.e, il suffit de lire avocat ou avocate, donc il y a écrit, de même que M. veut dire monsieur, et qu'on le lit monsieur, il suffit de lire avocat.e, avocat ou avocate. Mais moi, pour moi, c'est une écriture qui visuellement ne correspond à rien d'audible, rien que je puisse lire. Donc moi, j'ai perçu ça comme une forme de violence à l'inverse. Mais Je voulais savoir à quel moment une communauté politique se reconnaît comme communauté politique. Un corps politique se reconnaît comme corps politique. J'essaie de vraiment sentir ce que vous mettez dans votre question. Moi, je crois que les collectivités peuvent avoir une certaine conscience d'elles-mêmes comme collectivité. Qu'à certains moments, ça ne nie pas la pluralité interne, j'y suis plutôt très attachée, mais qu'à certains moments, il y a des groupements humains, des sociétés humaines qui peuvent parvenir à la conscience qu'elles ont suffisamment en commun pour agir en commun, ou pour au moins tenter d'agir en commun. Et je dirais que c'est à partir de ce moment où il y a l'articulation entre un projet commun et la reconnaissance d'une forme historique, alors pas donnée, mais visible, je dirais que là, il y a conscience qu'il existe un corps politique. Dès le moment où l'agir disparaît, la question du corps politique s'évapore aussi. Je dirais que oui, qu'un corps politique qui n'agit plus, qui ne peut plus penser l'action, se délite comme corps. C'est d'ailleurs la question qu'on pose au sujet de l'Union européenne. Si elle n'est pas capable d'agir
que collectivement, c'est qu'elle ne forme pas non plus un corps. Et pourtant, là, il y a du donné historique commun à l'Europe. Enfin, c'est quelque chose, l'Europe, du point de vue de la civilisation. Moi, je voudrais juste ajouter une chose. C'est que, au vu, j'ai lu votre travail avec beaucoup d'attention, et ce qui ressort de ça, beaucoup, mais c'est peut-être une évidence qui ne mérite même pas d'être interrogée, je vais dire, c'est qu'on a l'impression que pour penser le corps politique, c'est-à-dire le fait que le corps de chair puisse avoir une incidence politique, il fallait nécessairement que le corps politique, au sens de la communauté, au sens de la collectivité politique, s'effondre. Philosophiquement, j'entends. Enfin, il se passe quelque chose à un moment, même dans ce qui ressort dans votre intervention, on se dit, et d'ailleurs ça ressort à la fin, vous dites, voilà, les corps politiques, ils passeront, ils mourront, ils renaîtront, mais en tout cas, ils ne sont pas voués à l'éternité. Et ce qui m'a frappé dans votre travail de thèse, c'est que, et ça ressort d'autant plus dans la partie qui est consacrée à la médiation, c'est qu'on se dit, et la partie historique que vous avez faite sur Aristote, Jean de Salisbury et Hobbes, c'est vraiment, voilà, ce concept-là, d'une certaine façon, il nous empêche de nous réapproprier la question du corps dans son incidence politique. Comme si, d'une certaine façon, le corps politique, au sens de communauté, au sens de collectivité, avait totalement oblitéré l'incidence politique du corps de chair, ou, disons le mot, du corps parlant. Alors, je crois que ça s'est passé un peu différemment. C'est que moi, j'ai travaillé très à contre-courant de ma discipline. Donc, je suis dans une discipline où voilà, aller exhumer la notion de corps politique, c'était très mal vu, parce qu'on considérait tout simplement, ce qui peut se défendre dans certains points de vue, que c'est une notion non ou antidémocratique. Que dès lors qu'on considère qu'il y a du corps entre les individus, qu'il y a des corps qui séparent l'humanité en corps différents, bah, ça n'est plus de la démocratie. Et donc, si j'ai eu besoin de faire cette partie historique, c'est d'abord pour moi, pour comprendre d'où venait la notion, et c'était aussi pour tenter, en fait ma thèse c'est ça, c'est une tentative pour voir si, en termes contemporains, et à partir de notions qui sont très directement recevables par les contemporains, on peut retrouver cette métaphore. Mais il n'y avait pas de haine à l'égard des anciens. Je suis très mal à l'aise avec Hobbes, mais... Non, mais pas du tout. J'insinue pas du tout qu'il y ait eu une haine. C'est pas du tout. C'est pour moi un jugement de fait. Aussi bien dans ce que vous avez dit ce soir que dans ce que j'ai lu, c'est que... Et c'est d'ailleurs ce qui ressort aussi du choix des auteurs. Arendt, Lefort, Merleau-Ponty, Ricoeur, c'est-à-dire quand même des figures pour lesquelles, à un moment donné, il y a eu l'expérience historique d'une sorte d'identité de la communauté politique à elle-même qui a été interrogée. Et qui a montré toutes les limites que l'histoire du corps politique pouvait charrier, mais qui demeurait ininterrogée. Et moi, ce qui m'a frappé, enfin, c'est du moins la lecture que j'en ai faite, mais encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur. Non, mais vous pouvez... Non, mais c'est vraiment... Je suis pas comme ça. mais voilà, c'est qu'on se dit finalement, ce corps politique, c'est-à-dire ce corps qui est en action, qui est en mouvement, le corps individuel, disons, pour qu'il soit pensé, il fallait nécessairement faire exploser le corps politique comme communauté, ou le concept de corps politique comme communauté, pour retrouver au fond un peu ce que, pour reprendre une expression de Lefort, pour penser au fond l'énigme du social, enfin l'énigme du lien. C'est parce qu'il y a un corps en rapport avec un autre corps qu'il peut y avoir un corps au sens d'une communauté.
Mais pour parvenir à cette idée-là, il fallait nécessairement, d'une certaine façon, que l'histoire nous aide à faire l'expérience du fait qu'il n'y avait pas de corps politique si on ne pensait pas d'abord un corps individuel en tant qu'il peut avoir une incidence politique. Alors, juste 2-3 phrases. Donc, un mot sur ma démarche et puis un mot sur cette idée qu'il y a un effondrement des corps politiques. Donc, moi, Mais en fait, quand je dis effondrement, c'est vraiment le fait que l'histoire du concept est touchée à sa fin, quoi. Enfin, c'est pas... Oh, je suis un peu chiant. Non, mais pas du tout. Donc, juste... C'est sémantique, hein, c'est dit effondrement, mais c'est autre chose. En fait, j'ai cherché un mouvement de pensée qui est une pensée du corps propre, du corps de chair, à la fois solide et qui, pour le coup, me parle. Et qui pourrait mobiliser cette pensée du corps de chair pour parler de la politique. Donc c'est pour ça que je me suis engagée dans la phénoménologie, pour ces raisons-là. Donc en quelque sorte, j'ai essayé de faire, en termes contemporains, ce que les auteurs de la première partie ont fait, chacun à son époque, mobiliser, alors on ne sait pas dans quel sens c'est pris, mais articuler une conception du corps humain avec une conception de la communauté politique. Je dis qu'on ne sait pas dans quel sens c'est, parce que Hobbes, est-ce qu'il part de sa conception du corps automate pour penser la politique, ou bien est-ce que c'est pensant l'État comme un grand automate qu'il en vient à dire ça du corps? Il y a peut-être des mouvements dans les deux sens. Mais en tout cas, articulation à chaque fois entre une vision très particulière du corps humain et une vision de la communauté politique. Donc moi, j'ai simplement essayé de trouver des auteurs contemporains, parce que j'avais l'idée peut-être fausse que pour parler aux contemporains, il fallait des termes contemporains. Mais donc j'ai cherché un mouvement qui articule une vision du corps de chair qui, pour moi, soit recevable avec une pensée de la politique. Alors, est-ce que ça part d'un effondrement? Alors peut-être un peu, d'abord effondrement de la notion, oui. La notion de corps politique était effondrée, alors elle demeure chez des auteurs, chez Raymond Aron qui l'emploie justement en ce sens courant, presque évident, sans avoir besoin de détailler pourquoi il fait une métaphore du corps. Dire corps politique comme on dit communauté politique ou comme on dit entité politique. Raymond Aron, tout le monde me corrigera, mais fonctionne comme ça. Non, Pierre Manant aussi. Une sorte de rousseauisme un peu spontané. Pas de rousseauisme spontané, mais, non, mais l'idée en tout cas, ça, que les communautés politiques sont, ont à la fois du donné historique et une action, et que donc on peut les appeler des corps. Et Raymond Aron ne s'explique pas sur cette métaphore. Pierre Manant davantage dans un chapitre, mais... donc sinon, à part quelques-uns, donc effondrement de la notion, oui. Effondrement de la réalité des corps politiques, peut-être aussi. Peut-être que je suis, malgré moi, ou de manière inconsciente, confrontée au fait que et la nation et l'Europe sont des formes politiques qui connaissent une forme d'épuisement. Alors peut-être qu'on peut les restaurer, peut-être qu'on peut les rénover, mais sans doute qu'il y a un peu cette inquiétude aussi dans mon travail. Et simplement pour dire que je n'ai jamais eu l'impression d'avoir été au bout de la question avec les auteurs que j'ai travaillés. Par exemple, Hannah Arendt que vous citiez, d'abord je trouve que sa pensée de la politique à un certain moment trouve sa limite, et puis elle n'a pas vraiment de pensée du corps propre. Je voudrais revenir sur pour un point qui me semble capital, c'est que, si j'ai bien compris, la métaphore du corps politique serait une évidence, et cette évidence serait fondée sur le caractère actif-passif qu'on retrouve dans l'expérience politique. Pour ma part, je pense, moi, que le corps politique, la métaphore du corps politique est un abus de langage. Alors, pourquoi? Mais justement, je n'ai pas vu dans la démonstration, c'est pas doute n'a pas été dissipé. Ouais, c'est pas que je pense que, je soupçonne que la métaphore du corps politique est un abus de langage. Pour revenir au grec déjà, je ne pense pas que le souci des Grecs, Platon ou Aristote, ait été de fonder le corps politique. Et leur souci, Platon était trop conscient de du caractère insoluble du hoi polloi, de la multitude, pour croire que ça ne pourrait jamais former un corps. Son problème, c'était que la multitude ne soit pas un danger pour la cité.
Donc il fallait que la cité contienne la multitude. Il n'était pas question de faire de cette multitude un corps. Bon, je vais pas... Aristote, je pense que c'est un peu pareil, même si il approche déjà un peu plus, parce que, à cause sans doute d'Alexandre le Grand, qui est déjà fondateur de l'Empire, qui sera précurseur de l'Empire romain, donc de la première apparition de la métaphore du corps politique. Mais ce que je veux dire, c'est que les Grecs, me semble-t-il, n'ont pas eu le projet de fonder un corps politique, à la différence des Romains, à la différence de Rome, avec l'expérience de l'Empire, où les populations évidemment dépassaient les limites de la cité. Il était question, et avec leur expérience du droit, à la différence du Perse, du roi perse, il n'était pas question d'imposer l'arbitraire à toutes les... qu'il s'agissait d'instaurer le droit, mais dans un empire. Il fallait donc résoudre le problème de toutes ces populations, de toute cette multiplicité, de cette pluralité. Et là, s'est posée la question qu'il fallait que ça fasse un corps. Parce que là, aucune cité ne pouvait contenir cette multitude disparate. Pour moi, c'est ça la première expérience. L'Empire romain, c'est un échec. Historique, enfin, échec, je veux dire, un échec politique, puisque l'Empire a disparu. Je pense que cet échec n'a jamais été surmonté. Mais le concept de corps politique, la métaphore du corps politique a survécu. C'est-à-dire l'illusion qu'on pouvait faire de la multitude un corps a survécu. Et je pense qu'on vit encore de cette illusion, notamment les démocraties qui sont les plus redoutables en matière d'illusion sur cette question. Mais pour revenir à la preuve, à l'argument sur l'actif passif, est-ce qu'il ne faut pas plutôt voir dans l'expérience politique, dans l'expérience d'un chef, d'une multitude, puisque pour moi c'est la donnée, le donné, c'est la multitude, je disais tout à l'heure, et l'expérience d'un chef, quelle que soit la forme qu'il prend, peu importe, que ce soit celle de Louis XIV, celle de... comment il s'appelle, Macron, peu importe, c'est toujours l'expérience d'un chef, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire un corps, soit magnifié, le corps du roi, soit une personnification du pouvoir. Mais s'il y a interaction, enfin s'il y a le jeu de l'actif passif, c'est un jeu entre un corps magnifié ou une personnification et la multitude. Mais pas entre deux corps. Ou pas entre deux modalités du corps qui formeraient un corps, le corps politique. Alors, je ne cherche pas du tout à vous convaincre, simplement à exposer, voilà, pourquoi peut-être pour moi il y a une forme d'évidence, mais simplement pour reprendre les points les uns après les autres. Pour le coup, je ne comprends pas très bien votre présentation synthétique des Grecs, d'abord parce que je ne comprends pas très bien comment on peut parler en même temps de Platon et Aristote, parce que pour moi, vraiment, le philosophe politique, c'est Aristote. Alors Platon, vous avez raison, cherche à protéger de la multitude, vous dites la cité, mais le philosophe, la philosophie. Pour Aristote, vous dites, il n'a jamais cherché à fonder un corps politique peut-être, il a cherché, de manière obsessionnelle, à organiser de manière juste les corps politiques. Donc je ne trouve pas que chez Aristote, ça soit aussi clair qu'il n'y a pas de pensée du corps politique que chez Platon. Voilà, on peut y revenir. Alors ensuite, sur donc votre présentation de la politique comme multitude, mise en marche par un chef, je suis très frappée par votre emploi du mot multitude au lieu du terme tout à l'heure employé de pluralité. Multitude, c'est le mot hobbesien pour dire un ensemble d'individus qui n'ont d'emblée aucun rapport entre eux. Et donc effectivement, il faut le chef ou il faut l'État qui est l'âme du corps politique hobbesien pour créer du rapport entre eux, parce que d'emblée, il n'y en a aucun. Alors que le mot pluralité dit autre chose. Il évoque des individus qui sont, au moins potentiellement
ouverts et liés les uns aux autres. Alors, donc elle est recevable ou elle n'est pas recevable, mais moi je crois que ce que transmet la métaphore du corps politique, c'est autre chose. C'est justement cette idée qu'il puisse y avoir un lien entre citoyens qui ne dépendent pas entièrement de l'intervention du chef. Par ailleurs, ce que vous disiez me faisait terriblement penser à Claude Lefort, qui en revanche met une rupture où vous ne la mettez pas. Claude Lefort récusait en un sens la métaphore du corps politique en disant qu'elle n'était adéquate que dans l'Ancien Régime où la société s'incarne dans la personne du roi, et que donc dès lors qu'on passe à un régime de société démocratique, elle devient inadéquate, inappropriée, sauf que vous considérez que d'une certaine manière il y a une continuité politique et que ça se continue jusqu'à aujourd'hui. Alors je trouve toujours assez intéressant d'étudier les phénomènes d'incarnation passager du pouvoir, mais je ne crois pas que la métaphore du corps politique ne soit tenable que dans la mesure où elle veut dire que la multitude prend forme dans le corps d'un seul. Ce n'est pas... Non, je ne crois pas que la multitude prend forme. Oui, vous dites qu'elle est illusion, mais est-ce que vous dites que c'est quand même le sens intrinsèque de la métaphore du corps? Il y a une dialectique entre justement un corps personnifié, enfin une personnification, pour parler des démocraties, et une multitude. Oui. Et que la politique, c'est ce jeu dialectique entre... Mais vous dites que la métaphore du corps politique aurait un sens et pourrait être employée si ça parvenait à donner forme à la multitude. Sauf que pour vous, ça n'y parvient pas. Et moi, je ne crois pas que la métaphore du corps n'est adéquate que si l'homme au pouvoir parvenait à mettre en forme dans son corps la multitude. Je crois qu'elle dit autre chose de beaucoup plus pluriel, justement, la métaphore du corps politique. Et voilà, simplement, je n'ai pas cette conception de la société politique comme multitude sans rapport mise en forme par un chef. Et simplement, j'ai été beaucoup confrontée à cette question. Est-ce que vous diriez que toute métaphore est illusoire? Parce que... Voilà. Est-ce que parce que dans les faits, ça n'est pas exactement un corps et qu'on ne le voit pas comme tel, est-ce que ça veut dire que pour autant la métaphore n'a pas de sens? Non, c'est pas ça. Non, mais je dis que l'usage d'une métaphore, c'est très souvent un abus de langage. Même si la métaphore a du sens, ou peut en avoir. Mais son usage, l'usage qu'on en fait, et notamment l'usage du corps politique, l'usage de l'expression, la métaphore du corps politique, est très souvent abusif, très souvent un abus de langage, comme le mot de peuple, puisqu'en vérité, le corps politique, dans la formulation moderne, c'est le peuple. Qui ne parle pas du peuple aujourd'hui? Alors que le peuple n'existe pas, il n'existe nulle part. Il y a des multitudes, plus ou moins grouillantes, mais je ne vois pas de peuple, de fraternité. Michel disait que le peuple suppose la fraternité, il n'y a pas d'avènement populaire sans fraternité. Et je ne vois pas de fraternité, enfin, que je sache dans mon expérience. Petite expérience personnelle. Oui, je ne suis pas trop étonnée que vous ayez cette vision du gros animal. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.